Alors, mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée d'audition en accueillant des représentants de la Manif pour tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Ludovine de la Rochère, qui en est la présidente, Monsieur Albéric Dumont, son vice-président, Monsieur Bruno Dary, conseiller. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous exprimer devant nous lors des débats qui ont précédé l'adoption de la loi qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe en 2013. Les prises de position de la Manif pour tous avaient été largement diffusées. La question de l'ouverture de l'AMP, l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, ainsi que la gestation pour autrui, la GPA, font désormais partie des sujets régulièrement étudiés par notre mission d'information dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Vos positions sur ces sujets vont donc contribuer à alimenter notre réflexion. Je vais vous laisser la parole pour un exposé. Je rappelle que nos débats sont enregistrés et filmés. Je vous inviterai donc à chaque prise de parole à appuyer sur le bouton devant vous et à l'éteindre pour un bon enregistrement de vos débats. Je laisse la parole à Madame de la Rochère. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, toutes les 40 secondes en moyenne, un bébé vient au monde en France. Même lorsqu'il naît d'un couple homme-femme uni au moment de sa naissance, nul ne sait si quelques mois ou quelques années plus tard, il ne vivra pas, par exemple, avec un seul de ses parents ou l'un de ses parents et un autre conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Depuis toujours, en effet, des enfants ont été élevés par leur mère seule ou par l'un de leurs parents et un beau-parent, ce qu'on appelle aujourd'hui des familles monoparentales, recomposées ou homoparentales. Ce sont là des faits qui n'ont rien de nouveau, une réalité que nul ne peut contester. Nous commençons par là pour souligner un point essentiel. La question qui nous est posée aujourd'hui sur l'éventuelle extension de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes n'a rien à voir avec cela. Il ne s'agit pas de parler des familles monoparentales recomposées ou homoparentales, la question n'est pas celle-ci. Et d'ailleurs, nombre de déclarations politiques et médiatiques sont trop souvent à côté de la question en jeu. Il ne faut pas se tromper de sujet. La question qui nous est posée, la seule, c'est de déterminer si nous pouvons, en termes d'égalité, de justice, d'éthique, décider de priver délibérément, sciemment, des enfants de père dès avant leur conception. Est-il envisageable qu'une société décide de créer volontairement les conditions qui feront que des enfants naissent de pères inconnus, des enfants qui seront privés de père toute leur vie? Autrement dit, peut-on dire qu'avoir ou ne pas avoir de père est sans importance, indifférent dans la vie d'un enfant? Alors que tous les enfants ont un père et une mère, qu'ils connaissent leur père ou non, qu'ils vivent avec lui ou non, peut-on considérer que les enfants nés d'AMP, eux, pourraient être volontairement privés de père? Pour le dire autrement, les enfants nés de PMA n'auraient-ils pas les mêmes droits que tous les enfants? Peut-on aller, en somme, à l'encontre de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel les hommes naissent libres et égaux en droit? Alors que représente le fait de naître de père inconnu? Pour chercher des réponses objectives à cette question, nous avons deux possibilités. La première serait de s'appuyer sur des études scientifiques. Malheureusement, le CCNE nous dit lui-même dans son avis numéro 126 que les études sur le vécu des enfants nés ou non d'IAD dans des familles homo et monoparentales a fait l'objet d'études récentes, mais souvent entachées d'erreurs méthodologiques et dénuées de pouvoir statistique. Cette absence d'études fiables devrait au moins nous inciter à appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire à ne pas avancer en l'absence de certitude, étant donné le risque d'injustice pour l'enfant. Il y a cependant une seconde possibilité qui est de nous appuyer sur l'expérience humaine. Nous pensons d'abord aux enfants adoptés. S'ils ont été adoptés, c'est parce qu'ils ont d'abord été orphelins. Parce qu'ils sont nés à l'étranger dans des contextes difficiles, ou parce qu'ils sont nés sous X en France, un certain nombre ne savent rien de leurs parents d'origine. Or, nous constatons que nombre d'entre eux, alors qu'ils ont été adoptés par des familles aimantes, recherchent leurs origines.
Cette quête peut envahir toute leur vie, parfois même jusqu'à l'âge adulte. Je me souviens de Lucas, un homme de 65 ans, né et adopté en France, qui avait pu compter chaque jour de sa vie sur l'amour de ses parents adoptifs, et qui me racontait les larmes aux yeux, le vide qu'il ressentait en lui-même, le fait qu'il ne pouvait se rattacher à rien ni personne, qu'il ne pouvait se connaître vraiment. De fait, le CCNE indique que la connaissance de ses origines est un élément structurant de l'identité des personnes. D'autres cas, plus proches encore de la question qui nous intéresse, sont ceux des enfants nés d'une insémination avec donneur. Les premiers enfants nés à l'issue d'une IAD ont aujourd'hui plus de 30 ans. Nous avons donc du recul à ce sujet. Et le fait est que nous savons que c'est une source de souffrance pour un certain nombre d'entre eux, au point qu'ils ont constitué des associations pour mettre fin à l'anonymat des donneurs, pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui, par décision de la société, naissent d'un inconnu. Leurs nombreux témoignages sont éloquents. Ils emploient souvent les termes d'abîme, flottement, exclusion, solitude, torture psychologique, etc. Nous ne pouvons donc prétendre qu'être né d'un inconnu est indifférent. Reconnaissons-le, tous présents dans la salle ou suivant nos débats en vidéo, personne ne peut souhaiter à quelqu'un de naître d'un inconnu. Alors, pourquoi provoquer volontairement de telles situations? Et l'absence de père est-elle sans importance pour l'enfant? Les enfants nés d'une AMP avec IAD jusqu'à présent ont bien toujours un père qui les élève, un père social, comme on dit, puisque l'encadrement de l'AMP la réserve, depuis la première loi de bioéthique de 1994, aux couples hommes-femmes. Mais si l'assistance médicale à la procréation était ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes, les enfants concernés vivraient en outre une absence totale de père. Pas de présence paternelle, pas d'amour paternel, pas de père du tout. Certes, nous comprenons tous la puissance du désir d'enfant et nous sommes convaincus qu'une femme seule ou un couple de femmes apporteront de l'amour à l'enfant, qu'il sera choyé. Mais l'amour répond-il à tous les besoins d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune? La réponse est négative puisque déjà, nous venons de voir que même élevés par des parents aimants, les enfants nés d'un don anonyme se posent des questions existentielles, parfois même envahissantes. Mais allons un peu plus loin. Se pose en effet la question du père. Est-il important pour l'enfant? Compte-t-il dans la vie d'un enfant? Ou peut-on dire qu'un père peut être remplacé par une mère ou deux mères? Suffit-il d'aimer un enfant pour remplacer son père? Ces questions nous renvoient en fait à la différence père-mère, et donc à la différence homme-femme, c'est-à-dire à la différence des sexes, et même, pour creuser un peu plus la question, à l'identité sexuelle. Le fait d'être homme ou femme, est-il important? A-t-il du sens pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour nos enfants, pour leur construction psychique? Le sexe, nous le savons bien, est une dimension fondamentale de notre être. Il n'est pas possible de balayer d'un revers de la main l'importance de l'identité sexuelle et par suite l'importance incontournable de la différence des sexes. Et c'est bien pourquoi père et mère diffèrent l'un de l'autre, non d'une simple altérité, mais bien d'une altérité sexuelle. La paternité et la maternité sont différentes et elles sont complémentaires l'une de l'autre. Un père, évidemment, peut remplir les mêmes tâches qu'une mère, et réciproquement, mais ce n'est pas le sujet. La véritable question est beaucoup plus profonde que cela. Et il est clair que la manière d'être à l'enfant, d'être en relation avec l'enfant, diffère entre la mère et le père. Cela explique aussi que l'enfant a éminemment besoin de chacun de ses parents. Il a non seulement besoin de connaître ceux dont il est né, mais aussi d'être en relation avec eux, proche d'eux, autant que faire se peut en tout cas. Il est d'ailleurs des réalités sur lesquelles il est bien difficile de mettre des mots.
et parler de ce qu'est un père ou une mère en fait partie. Mais cela n'empêche pas de vivre cette réalité au plus profond de son cœur et de reconnaître que s'il est difficile de définir ce que représente un père pour chacun d'entre nous, il nous est plus aisé de savoir qu'il est le plus souvent irremplaçable, qu'une mère ne remplace pas un père. J'observe d'ailleurs que nous entendons dire parfois que l'enfant pourra avoir un référent masculin dans l'entourage du foyer. Ce besoin de proximité avec des personnes des deux sexes est donc bien identifié par tous. Cette idée d'ailleurs d'un référent masculin ne tient pas. Un référent masculin ne fait pas un père, un grand-père, un oncle, un ami à sa propre vie, ses responsabilités, sa famille, etc. Par ailleurs, nous nous félicitons aujourd'hui, et à juste titre, de voir que des pères s'occupent beaucoup plus qu'auparavant de leurs enfants. Ces nouveaux pères sont une bonne nouvelle pour les enfants, comme pour les mères et l'ensemble de la société. Or, notre réaction commune, très positive à ce phénomène nouveau, dit bien que nous savons profondément et intuitivement toute l'importance des pères. A contrario, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2017, a jugé qu'être privé de père est, je cite, un préjudice d'affection. Elle soulignait que l'enfant concerné dans l'affaire, dont le père était mort d'un accident pendant la grossesse de sa mère, souffre à l'évidence de l'absence définitive de son père. Et encore dans ce cas, l'enfant savait au moins qui était son père, il connaît sa filiation paternelle et sa famille paternelle. De fait, nous constatons combien l'absence de père pose problème. La magistrate Dominique Marcilassi indique par exemple que 80% des mineurs qui passent au tribunal en comparution immédiate n'ont pas ou plus de lien avec leur père. Quant au phénomène de délinquance grandissante des mineurs, bien connu des services de police et de justice, et qui a défrayé la chronique ces derniers temps, n'est-il pas justement à mettre en relation avec l'absence, la démission ou l'impossibilité de nombre de pères d'assumer leur rôle pour diverses raisons? Il en va de même sans doute pour les graves problèmes de violence à l'école. Thomas Sauvadet, maître de conférence à l'université de Créteil, cité par Libération ce 16 octobre, évoque sur ce sujet l'absence des pères et il rappelle, je cite, leur rôle éducatif fondamental. Nous souhaitons maintenant aborder la question des gamètes. Nous savons tous que la France manque de gamètes disponibles pour l'assistance médicale à la procréation. La France plafonne à 300 donneurs par an. Cette insuffisance est telle que les 3,9% de couples ayant besoin d'un don de sperme dans le cadre d'une AMP peuvent attendre jusqu'à 2 ans pour en bénéficier, alors que l'âge est un facteur clé du point de vue de la fécondité. Quant aux campagnes de communication sur ce sujet, dont la dernière en 2017, on sait qu'elles ont peu d'impact. Or, il est évident qu'étendre l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes nécessitera beaucoup plus de gamètes, puisque 100% d'entre elles auront besoin d'apport de gamètes. La situation changerait donc radicalement au regard des besoins en gamètes masculins. Alors comment ferions-nous? Le CCNE met pour condition, à l'extension de l'AMP, la diffusion, je cite, de campagnes énergiques répétées dans le temps. Qu'est-ce que cela signifie? Que les campagnes deviendraient tout d'un coup 10, 20, 30 fois plus efficaces? Qu'on va mettre la pression sur les hommes? Qu'on va les culpabiliser de ne pas avoir envie de donner leur sperme? Ce n'est ni sérieux, ni crédible. Alors comment font les autres pays? Les quelques-uns qui ont étendu l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Hélas, le fait est qu'aucun État n'a pu échapper au commerce des gamètes en ayant étendu l'AMP. En effet, soit les États ont rendu les gamètes payants, comme l'Espagne et le Danemark,
soit ils achètent à l'étranger, dans des pays où les gamètes sont rémunérés. La Grande-Bretagne a ainsi publiquement expliqué le 31 août dernier que si les accords sur le Brexit n'incluaient pas aussi l'AMP, elle serait confrontée à une pénurie de gamètes parce qu'elle ne pourrait pas continuer à en acheter à d'autres pays d'Europe. Au passage, elle a précisé qu'elle achetait près de 50% des échantillons de sperme qu'elle utilise au Danemark. Il en est de même pour la Belgique. Nous avons apporté des documents à ce sujet qui ont dû être déposés sur vos bureaux. Ce point est fondamental et il impose de ne pas être naïf. Si elle étend l'AMP à des femmes fécondes, mais ayant donc systématiquement besoin d'apport de sperme, la France participera au commerce international des gamètes. Et comme le dit le CCNE lui-même, ce sont ensuite les autres éléments du corps humain qui seront concernés. Voulons-nous de la marchandisation de l'humain? Est-ce conforme à nos principes bioéthiques? Est-ce conforme à nos valeurs républicaines? Le temps nous manque pour développer d'autres points pourtant essentiels pour les générations à venir. Nous pensons à la finalité de la médecine, comme à la finalité de notre système de santé et de l'assurance maladie. Mais nous préférons insister sur les conséquences de l'extension de l'AMP sur la pratique de l'AMP elle-même. Les couples hommes-femmes ne peuvent eux-mêmes recourir à l'AMP qu'à des conditions médicales précises. Autrement dit, en l'absence d'une pathologie de la fertilité ou d'une maladie d'une particulière gravité susceptible d'être transmise à l'enfant ou au conjoint, les couples hommes-femmes ne peuvent accéder à l'AMP. Il arrive par exemple que des femmes dont le conjoint est décédé, mais dont le sperme a été conservé, réclament ce qu'on appelle une AMP post-mortem. Elle n'est pas autorisée à ce jour, justement pour ne pas faire naître sciemment un enfant orphelin de père. Mais si l'AMP est étendue aux femmes seules, obligera-t-on des femmes veuves à détruire le sperme de leur mari, alors qu'elles pourraient faire seules ensuite une AMP avec un apport de sperme anonyme? Non, évidemment. On voit bien avec ce seul exemple que sortir du motif médical pour justifier l'accès à l'acte médical qu'est l'AMP serait un engrenage. Nous voulions par ailleurs souligner que le Conseil d'État indique dans son étude sur la révision de la loi de bioéthique de juin 2018 et encore dans un arrêt du 28 septembre dernier que l'encadrement actuel de l'AMP n'est pas contraire au principe d'égalité et qu'il ne pose pas de problème de discrimination. En effet, écrit-il, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. La différence de traitement entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est ainsi pas contraire au principe d'égalité. L'extension de l'AMP, en revanche, créerait des inégalités nouvelles. Entre enfants, les uns ayant un père et une mère, les autres ayant été privés de père par la société. Entre femmes et hommes, les unes ayant accès à un mode de procréation qui leur permettrait d'avoir un enfant, les autres non, la gestation pour autrui étant interdite à ce jour en France. Avant de conclure, nous souhaitons rappeler l'engagement pris par le président de la République. Contrairement à ce que nous entendons souvent, pas un mot n'était dit de l'AMP dans la profession de foi d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle. L'extension de l'AMP ne figurait pas dans son programme. En revanche, dans la dernière ligne droite de sa campagne, puis après son élection, Emmanuel Macron a effectivement exprimé son opinion favorable. Mais il a systématiquement précisé qu'il s'agissait de son opinion personnelle. Et il a toujours posé plusieurs conditions, dont celle d'un débat favorable. Il disait ainsi à Tétu, dans une interview du 24 avril 2017, « Je souhaite qu'il y ait un vrai débat dans la société. Si un tel débat aboutit favorablement, je légaliserai la PMA, mais je ne le porterai pas comme un combat identitaire. » Or, il est de notoriété publique
que la consultation légale, publique et officielle des États généraux de la bioéthique 2018 a montré qu'il n'y a pas de consensus, comme l'a souligné à plusieurs reprises le professeur Jean-François Delfraissy, président du CCNE. Dans le détail, les États généraux de la bioéthique, dans les réunions publiques qui ont eu lieu partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les auditions, en prenant en compte la représentativité des organismes auditionnés, comme sur le site internet de la consultation en ligne, ont montré que seule une minorité est favorable à l'extension de l'AMP. Et en ce qui concerne les sondages, si nous les prenons tous, sans écarter ceux qui ne nous conviendraient pas, nous voyons tout de suite que les Français sont certes spontanément favorables à l'ouverture d'un nouveau droit, mais quand on leur pose la question concrètement, en incluant l'enfant premier concerné par l'AMP, les réponses sont à l'opposé. Ainsi, mi-septembre 2018, d'après un sondage IFOP, 82% des Français estiment que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Nous avons également apporté des documents à ce sujet qui sont à votre disposition. Pour conclure, toutes les instances publiques qui ont réfléchi sur l'éventuelle extension de l'AMP constatent l'ampleur de ses implications et de ses risques. Leurs préoccupations, qui rejoignent les nôtres, portent sur des questions essentielles, sans réponse à ce jour. Cela explique naturellement qu'aucune institution n'ait décrété que l'extension de l'AMP serait une nécessité, bien au contraire, et encore moins qu'il y aurait urgence à légaliser. En outre, comme l'a déclaré le président du CCNE, il n'y a pas de consensus sur ce sujet, il n'existe même dans aucun secteur de la société. Au contraire, la consultation publique et officielle d'une ampleur inédite a montré la volonté massive de respecter les droits de l'enfant, la finalité de la médecine et de protéger les principes bioéthiques français, en particulier celui de la non-marchandisation de l'humain. J'ajoute que nous qui vivons, pour l'immense majorité, le confort de connaître nos origines paternelles et maternelles, nous avons sans doute un devoir de courage pour protéger les enfants d'un projet qui priverait délibérément, sciemment, volontairement, certains d'entre eux de père. La société ne peut pas dire, d'une part, que les femmes ne peuvent pas se passer d'enfants, et d'autre part, que les enfants n'ont qu'à se passer de père. En effet, les enfants nés par AMP ont les mêmes droits que tous les enfants. Il serait donc raisonnable de reporter toute initiative qui remettrait en cause l'encadrement actuel de l'accès à l'AMP. Un renvoi du débat sur ce sujet permettrait de poursuivre sereinement et à l'abri de toute polémique les échanges sur les nombreuses implications soulevées et soulignées par toutes les parties prenantes. Ce temps donnerait, en outre, la possibilité au gouvernement de poser des actes forts attestant d'une opposition réelle et d'une lutte effective contre la pratique des mères porteuses. En effet, au-delà des différents avis sur la PMA en l'absence de père, nous partageons tous la crainte de l'engrenage qui conduirait de la PMA sans père à la GPA, celle-ci étant même déjà présente sur la scène. On nous dit que la PMA sans père n'entraînerait pas la GPA. Avant toute chose, des actes sont attendus. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, nous allons procéder à notre échange de questions et de réponses. Moi, j'aurais une question qui est un peu connexe, mais sur laquelle on va avoir également à se prononcer, c'est l'anonymat du don de gamètes, qui aujourd'hui est un principe. On sait qu'il y a le développement des tests génétiques qui permet de lever dans la pratique cet anonymat. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez une position s'il faut conserver ou non cet anonymat du don de gamètes, au-delà de l'extension ou pas de l'AMP, au couple de femmes, c'est sur le principe de l'anonymat. Est-ce que vous avez une position sur ce sujet? Oui, nous pensons que dès lors que l'insémination avec donneur est possible, il serait mieux que le don ne soit plus anonyme, de manière à ce que l'enfant ait accès à ses origines. Mais en précisant effectivement que si
l'AMP était étendue aux femmes seules et aux couples de femmes, eh bien, le fait de connaître à 18 ans, d'avoir quelques indications sur son père, sur le donneur, ne rendrait pas un père à l'enfant. C'est-à-dire que, très clairement, un dossier ne fait pas un père. Donc oui, nous sommes favorables à la levée de l'anonymat du don, mais en l'occurrence, cela ne changerait pas la question de l'absence de père pour l'enfant dans le cadre d'une AMP pour les femmes seules et les couples de femmes. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président, et merci pour cet exposé. Je pense que vous êtes volontaire comme nous d'une réflexion rationnelle, dépassionnée, tolérante, et se basant sur les faits les plus rigoureux, plus que sur des impressions, des croyances, des passions. Alors je voudrais juste, si vous me le permettez, rectifier un petit point. Non seulement, évidemment, il y a ce que vous avez rappelé des déclarations du président de la République, mais la majorité des députés actuellement élus, la majorité de l'Assemblée nationale, a été élue sur deux éléments qui étaient dans notre programme commun. Je vous les cite. Nous sommes favorables à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Deuxième point, nous assurerons que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue à l'état civil français, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a un engagement pour la majorité des députés actuels sur ces points-là, puisque devant leurs électeurs, ils se sont engagés à cela. Donc je crois que ce sont des points qui sont quand même à verser au dossier et que je voulais rectifier par rapport aux déclarations que vous avez pu faire. Alors maintenant, mes questions. Premièrement, êtes-vous pour ou contre la PMA pour les couples hétérosexuels ? Vous n'ignorez pas que dans environ un quart des cas, pour ces couples hétérosexuels, c'est pratiqué sans qu'il y ait de stérilité médicalement établie, simplement parce que ce couple hétérosexuel, n'ayant pas d'enfant, désire l'aide de la PMA. D'ailleurs, plusieurs de ces couples ont secondairement, après des enfants, dans les conditions habituelles, après qu'ils aient eu un enfant par PMA, prouvant bien qu'ils n'étaient pas stériles. Donc, est-ce que la PMA, pour vous, doit, avec un tiers d'honneur ou avec les parents, qu'est-ce que vous autoriseriez si vous aviez à revenir sur l'ensemble de l'application de la PMA? Deuxièmement, est-ce que vous souhaitez rejouer le match du mariage pour tous, c'est-à-dire remettre en question l'adoption par des couples homosexuels d'enfants, remettre en question l'égalité d'accès à des enfants adoptés, comme malheureusement on l'a vu dans certains endroits. Et donc, puisque tout cela est maintenant la loi française et qu'elle doit être respectée. Je fais allusion à ça parce que la plupart des pays, la quasi-totalité des pays qui ont adopté avant ou après la France le mariage pour tous, ont simultanément adopté la PMA pour les couples de femmes homosexuelles. Et d'ailleurs, le président Hollande, dans son livre récent, indique qu'il regrette que ça n'ait pas été fait en même temps, parce que ça paraît tellement naturel que quand un couple de femmes est autorisé à se marier, qu'il est autorisé à adopter des enfants, on ne lui interdise pas d'utiliser l'utérus de l'une de ces deux femmes pour faire cet enfant. Ça paraît dans une logique tellement naturelle, tellement évidente, que on comprend à peine pourquoi ça n'a pas été fait en même temps, si vous voulez. Alors, autre question, je pense, dans ce que vous expliquez, toutes les questions sont légitimes. Moi, je n'ai aucun a priori contre aucune question, aucune. Vous avez tout à fait le droit de dire, est-il incertain qu'un enfant qui n'aura pas de père ne va pas éprouver des difficultés? On peut même aller plus loin, vous dites, est-ce que le père est vraiment indispensable, la référence paternelle indispensable au bon développement de l'enfant? On a le droit de se poser cette question. Par contre, de ne pas tenir compte des études scientifiques qui apportent la réponse, ça c'est moins légitime.
Et personnellement, moi, j'ai de la peine à entendre des critiques sur la valeur scientifique de ces études qui ont été faites remarquablement à l'étranger. Suzanne Golambock à Cambridge, plusieurs autres aux États-Unis, et d'autres encore dans des pays d'Europe du Nord. La France fait peu d'études, je le regrette. Il faudra en faire à l'avenir. Ça sera sûrement un engagement qu'il nous faut prendre. Mais en tout cas, moi, j'ai un peu peur que là, on soit dans un exemple typique de l'arrogance française, dénoncée par d'autres pays, où on reporte sur l'étranger la solution au problème que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de régulariser ici, c'est-à-dire pour les couples qui ne peuvent pas légalement enfanter en France, on leur dit ou on leur laisse faire des recherches de solutions à l'étranger. Donc on devrait avoir une certaine reconnaissance puisqu'ils résolvent les problèmes que nous ne sommes pas capables de résoudre. Et en même temps, on va les critiquer et on va même critiquer les études qu'ils font dans les plus grandes conditions de rigueur, puisque c'est mondialement reconnu comme les meilleures études sur ces sujets-là, qui apportent une conclusion toute simple, c'est que les enfants élevés par des couples de femmes homosexuelles, élevés par une femme seule, élevés par des couples hétérosexuels, dans une PMA, c'est-à-dire suivant un désir d'enfant, une attente de cette PMA, ces enfants-là n'ont aucune différence les uns avec les autres sur le plan de leur développement intellectuel, affectif, de leur orientation sexuelle future ou d'aucune chose. Donc on voit bien que ce n'est pas ici que réside la difficulté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver le bon développement de l'enfant, mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, évidemment, chacun de ces enfants a des référents masculins multiples. Oncle, cousin, grand-père, etc. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs référentes maternelles et plusieurs référents paternels. Je m'en porte plutôt bien et je trouve que c'est de la chance. C'est les hasards de la vie qui m'ont fait avoir plusieurs référents. Tant mieux. Et ça a été une chance. Je n'en vois que des bénéfices, les uns ajoutant aux autres. Et je pense que pour un enfant, c'est très important d'avoir une pluralité autour de lui qui lui sert d'exemple initialement, puisque c'est ainsi que l'enfant se développe. Et plus on étudie l'intelligence artificielle, plus on comprend que c'est cela qui représente la formidable capacité de l'enfant à se développer, c'est l'adaptabilité à des situations très diverses, infinie, beaucoup plus grande que ce qu'à l'âge adulte nous ne pouvons faire. Et en plus de cette adaptabilité, c'est évidemment d'utiliser plusieurs modèles dans le monde des adultes dont il va s'inspirer pour lui-même progresser. Donc moi, je voudrais savoir si sur ces questions-là, vous êtes d'accord pour reconnaître la rigueur scientifique de ces études et en définitive, êtes-vous d'accord pour séparer ce qui est du domaine du savoir et ce qui est du domaine de la croyance. Nous avons le droit de croire que nous préférons avoir tel ou tel mode de vie, tel ou tel mode de famille, mais nous ne pouvons pas empêcher de dire, et nous ne sommes pas autorisés à dire, que c'est scientifiquement prouvé, que nous seuls avons raison, et que ceux qui voient différemment leur façon de faire famille ont tort. Je voudrais... Non, je m'arrêterai à ça parce que ça sera trop long sinon. Il faut que je laisse du temps à mes collègues. Merci, monsieur le rapporteur. Madame de la Rochère. Alors, vous avez d'abord évoqué, monsieur le rapporteur, la question des croyances. Vous y êtes revenu à la fin, donc j'y reviendrai ensuite. D'autre part, en ce qui concerne la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, je parlais bien de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On entend régulièrement, par exemple, dans les médias, que c'était une promesse de campagne du président de la République. Ça n'est pas le cas et c'est ce dont je parlais très précisément. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec le fameux engagement numéro 31 de François Hollande sur le mariage et l'adoption pour 2 hommes ou 2 femmes. Là, il n'y a rien de tel sur la PMA dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est ce que je voulais préciser. Alors, sommes-nous pour ou contre la procréation médicalement assistée, nous demandez-vous? Ça n'est pas le sujet, et vous aurez bien noté que je parle spécifiquement et que notre débat et que le débat de l'Assemblée nationale, si débat il y a sur ce sujet, sera bien sur la PMA en l'absence de père pour l'enfant, et je crois le sujet trop important pour ne pas aller sur d'autres sujets. Vous nous évoquez le fait que des couples hommes-femmes auraient recours à la PMA en l'absence d'une stérilité.
et si je comprends bien, et l'absence d'une maladie d'une particulière gravité susceptible d'être transmise à l'enfant ou au conjoint. Alors d'abord, je suis extrêmement étonnée que vous disiez que des médecins recourent à une pratique dans un contexte illégal. Je m'en étonne véritablement. D'autre part, ce dont nous parlons, c'est de la loi. C'est d'une loi éventuelle, et c'est donc de ce que sera la décision du législateur. Vous nous interrogez aussi sur la loi Taubira, rejouer le match de la loi Taubira. Alors, d'abord, le sujet n'est pas la loi Taubira, même si, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, l'AMP pour 2 femmes ou une femme seule n'est pas sans lien avec la loi Taubira. Pour nous, ça n'est pas une question de rejouer le match ou pas. Ça, ce sont des postures. La question qui importe, elle est humaine. Elle est humaine pour l'enfant, pour les générations à venir, pour la non-marchandisation de l'humain, pour la finalité de la médecine. Nous sommes sur les questions de fond et c'est cela qui compte. C'est la seule chose qui compte. C'est pas la manif pour tous, vous ou moi, c'est le fond des sujets. C'est le monde que nous voulons pour demain. Par ailleurs, vous évoquez la question de l'adoption. L'adoption, c'est tout à fait différent, et vous le savez bien, monsieur le rapporteur, de l'assistance médicale à la procréation. Dans le cas de l'adoption, un enfant a perdu ses parents, par accident de la vie, les aléas de la vie, et on lui retrouve un foyer. Autrement dit, l'adoption est au service de l'enfant. Et cela est essentiel. Un enfant que la vie a malmené. Dans l'assistance médicale à la procréation, nous sommes dans l'organisation volontaire d'un système qui, en l'occurrence, pourrait priver des enfants, encore une fois, sciemment, d'un parent. Alors, vous évoquez d'ailleurs le terme de « utiliser l'utérus » à propos des couples de femmes. Je suis un petit peu étonnée de ce terme « utiliser l'utérus », mais passons. Vous me dites que j'ai le droit de dire qu'un enfant, d'après l'expérience humaine, pourrait souffrir d'une absence de père. Je vous remercie de m'autoriser à le penser et à le dire. De fait, j'ajoute que je n'ai pas dit qu'il souffrirait de difficultés, enfin qu'il aurait des difficultés. Je parle d'une souffrance. Et là, je me suis fondée dans mon exposé sur des faits qui sont connus, qui sont identifiés. J'allais dire que les enfants orphelins, nous en avons dans la littérature. Il suffit d'écouter Johnny Hallyday, il suffit d'écouter Stromae. Ce sont des faits que nous constatons tous autour de nous, plus ou moins proches ou plus ou moins lointains. Et cette souffrance, elle a été dite, tout comme celle des enfants nés d'un don anonyme. Nous la connaissons, nous ne pouvons pas la nier. Et toute la question est là. Pourquoi une souffrance plutôt qu'une autre? Ne doit-on pas d'abord donner la priorité aux plus vulnérables à l'enfant? D'autre part, les études scientifiques. Alors, il se trouve que le Comité consultatif national d'éthique que j'ai cité explique lui-même que les études ne sont pas fiables. De fait, si l'on veut compléter le propos, toutes les études qui sont parues ont été contestées, discutées, pour diverses raisons. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est encore une fois un fait qui est de notoriété publique. Et vous dites aussi que les autres pays n'ont certes pas résolu les problèmes, mais justement, ils n'ont pas résolu les problèmes, et toute la question est là. Puisque certains disent c'est légalisé dans certains pays, entre parenthèses, en fait, très très peu de pays, une toute petite minorité de pays, c'est légalisé dans les pays, donc il faut faire pareil. Mais au contraire, tirons parti de l'expérience des autres pays, et nous pouvons voir que cela les a conduits au commerce des gamètes, à la marchandisation de l'humain. Et c'est cela qui est en jeu également. Vous me dites, et je vous cite, « Pour vous, le père est important ». Moi, j'ai envie de vous renvoyer la balle, monsieur le rapporteur. Donc vous pensez qu'un père n'a pas d'importance. Ceux qui sont ici présents, qui sont pères, pensent que leurs enfants n'ont pas besoin d'eux. Ceux qui nous écoutent peuvent également estimer que leurs enfants n'ont pas besoin d'eux. C'est cette question qui nous est posée à tous. Et nous avons tous eu un père, en principe, en général, nous avons eu cette chance-là. Et nous pouvons repenser à ce qu'il représente pour nous. À propos du référent masculin, vous savez, si on étend la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, eh bien, dans quelques années, il n'y aura pas de grand-père. Vous citiez un grand-père. Donc, en fait, c'est une vue à court terme. Et puis, alors, s'il n'y a pas de grand-père, un jour, il n'y aura pas de grand-père. Alors, un oncle, un ami, mais un oncle, un ami, quelle légitimité a-t-il auprès d'un adolescent, par exemple? Est-ce qu'il peut remplacer un père? En tout cas,
vous parlez du référent masculin et cela montre bien que nous sommes d'accord. Il est essentiel d'avoir pour l'enfant une proximité la plus proche possible avec les deux sexes. Et bien sûr, le père comme la mère ont une légitimité spécifique. Alors il y a, comme vous disiez, les hasards de la vie. Il y a effectivement, c'est vrai, les aléas de la vie. C'est certain. Mais est-ce que pour autant nous devons et pouvons volontairement priver l'enfant de père? C'est tout à fait différent de constater les aléas de la vie, de constater les événements qui peuvent arriver et de créer sciemment une absence de père. Alors, vous dites on peut compter sur la résilience de l'enfant. C'est-à-dire qu'on mettrait en œuvre des actes en se disant l'enfant se débrouillera. De toute façon, il n'aura pas le choix, l'enfant. On ne lui donnerait pas le choix en réalité. Alors heureusement, c'est vrai, il y a des enfants que ça ne fera pas souffrir, mais l'expérience humaine montre qu'un certain nombre en souffriront. Et je reviens à votre terme de croyance. J'y vois peut-être une réduction de ce que nous exprimons à la seule position des religions, alors que nous sommes absolument tous concernés, que le sujet n'est pas religieux, et en réalité, tout l'exposé que j'ai fait et toutes les réflexions que nous avons toujours développées ont toujours porté sur des faits, des constats objectifs et sourcés. Et d'ailleurs, toutes les implications que j'ai évoquées sont constatées par toutes les institutions, sans exception, qui ont travaillé là-dessus. Mais si vous le permettez, je voudrais passer la parole à M. Bruno Darry, qui complétera certainement mon propos. Monsieur Darry. Non, je veux dire simplement que lorsque l'on veut traiter objectivement un sujet ou une question sensible, il semble important d'aborder toutes les facettes de cette problématique. Or, on peut observer que dans les débats actuels, sauf actuellement ici sur l'AMP, l'enfant reste le grand oublié. Alors, on parle du droit à l'enfant, c'est vrai. On parle de beaucoup de choses, mais pas de l'enfant. Ce qui est... Comment ? Oui. Ce qui n'est pas à l'honneur du pays, qui se veut une grande démocratie, que d'oublier les droits des plus faibles, de ceux qui ne votent pas, des enfants qui ne sont pas majeurs ou même de ceux qui ne sont pas nés. Alors, si nous avons tenu à aborder essentiellement l'enfant privé volontairement de père, n'ayons pas peur à présent de regarder également la femme privée d'enfant, puisque c'est le débat souvent et on le regarde objectivement. Dans l'extension de l'AMP, on peut d'abord noter un certain paradoxe. D'une part, dans les textes, les déclarations ou les projets, on évoque indistinctement les couples de femmes et les femmes seules. Et d'autre part, la réalité est bien différente et ne parle que des couples de femmes. On n'entend presque jamais parler des femmes seules revendiquer le droit à la maternité. Seul le législateur actuellement, d'ailleurs, récemment a évoqué les familles monoparentales, c'est-à-dire la femme seule, mais c'était dans le cadre de la loi contre la pauvreté. Va-t-on délibérément accroître la précarité dans notre pays à travers une loi démagogique au nom du seul désir? Toutes les nombreux mères qui disent sont chargées, sont responsables de ces femmes qui vivent seules, qui élèvent leurs enfants et qui sont plus que dans la précarité. Alors, il reste le cas des couples de femmes qui revendiquent le droit à l'enfant, que nous ne cherchons pas à éluder ce désir d'enfant qui est naturel chez une femme. Dans ce cas, il suffit quand même de répondre d'abord qu'il existe d'autres formes de maternité. Et ensuite, la loi offre la possibilité de l'adoption, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce n'est certes pas la solution idéale, mais au moins l'enfant, qu'il soit orphelin ou abandonné, le saura, connaîtra ses origines et saura surtout qu'il a été accepté par une femme en recherche de maternité. Je crois que c'est important de reconnaître ce droit, ce besoin de maternité d'une femme que nous n'oublions pas, mais on veut qu'il soit encadré de manière à que le pendant entre les droits de l'enfant et les droits de la femme soit équilibré. Je vous remercie. Je vous propose maintenant que nous passions aux questions de mes collègues. Donc, 5 sont inscrits pour qu'on puisse tenir dans les temps. On va prendre les 5 orateurs successivement. Laurence Vansenbroek-Mialon, Guillaume Chiche, Thibault Bazin, Caroline Janvier et Patrick Hetzel. Donc, je vous invite à noter les différentes questions qui vont être posées. Nous commençons par Laurence Vansenbroek-Mialon. Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, dans le document que vous nous avez fait parvenir avant cette audition, que j'ai pris le temps de bien étudier, d'ailleurs c'est le document que vous avez relu finalement dans votre propos liminaire, vous indiquez, donc j'ouvre les guillemets, pardon, 80% des mineurs qui passent au tribunal en comparution immédiate n'ont plus le lien avec leur père. Fermez les guillemets. Est-ce à dire que certains pères ne prennent que très peu de cas de leurs enfants, comme vous le faites remarquer un peu plus haut quand vous dites, ouvrez les guillemets, nous nous félicitons d'ailleurs aujourd'hui de voir des pères s'occuper beaucoup plus qu'auparavant de leurs enfants. Fermez les guillemets. Ma deuxième question est, mais comment faisaient ces enfants pour s'épanouir pendant les siècles passés, alors que de votre propre aveu, les pères étaient absents de l'éducation du fruit de leurs gamètes? Tous ces enfants sont-ils névrosés? Tous ces enfants devenus adultes aujourd'hui sont-ils à ce point névrosés qu'ils défilent maintenant dans les rues pour lutter contre la possibilité pour deux femmes ou une femme seule d'avoir un enfant sans père, mais qui pourra, malgré ce que l'on peut en penser, bénéficier de référents de visages masculins que sont les grands-pères, les oncles et les amis? Ensuite, vous dites, ouvrez les guillemets, les enfants nés de PMA n'auraient-ils pas les mêmes droits que tous les enfants? Fermez les guillemets. À mon sens, c'est exactement ce vers quoi nous allons tendre en offrant enfin une filiation double à tous ces enfants. Et puis vous dites, ouvrez les guillemets, des enfants adoptés par des familles aimantes recherchent leurs origines comme les enfants nés d'une insémination avec donneur. Fermez les guillemets. Eh bien, c'est exactement l'objet de nos réflexions sur l'accès aux origines que nous envisageons de revoir et ainsi permettre aux enfants issus de dons de mettre des mots ou un visage sur le généreux donneur qui leur a permis d'exister. Parce que c'est bien de ceci dont il s'agit. Ces enfants existent déjà depuis de nombreuses années et la seule chose qui les fait vraiment souffrir, ce n'est pas l'absence d'un père, mais plutôt les discours de haine néfastes envers leur famille, leurs parents. Je vous remercie. Merci, Guillaume Chiche. Merci, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je n'aurai pas de questions à proprement parler à poser à la Manif pour tous, mais je ferai une intervention pour exprimer mon désaccord, condamner vos propos et actions menées par votre parti politique qui est loin de représenter toutes les personnes qui s'interrogent sur la procréation et la filiation. À ce titre, j'ai adressé un courrier au président de la présente mission et à son rapporteur pour m'opposer formellement à votre audition. L'enjeu de cette mission est celui d'éclairer la représentation nationale sur les enjeux de bioéthique dans un temps déterminé, raison pour laquelle toutes les personnes qui souhaitent partager leurs opinions ou être auditionnées peuvent nous faire parvenir des contributions écrites. En l'occurrence, je crois que vous avez eu largement loisir de vous exprimer médiatiquement ou au travers d'un lobbying d'influence intensif auprès des parlementaires nous-mêmes avec des documents remis. Je crois que notre institution aujourd'hui, elle ne s'honore pas à vous auditionner et à plusieurs titres. Tout d'abord parce que vous véhiculez des contre-vérités. À l'instar d'une publication sur votre site internet le 21 octobre, il y a 3 jours, et vous l'avez réitéré ce matin lors de votre audition, vous dites que l'extension de la PMA pour toutes les femmes n'a jamais été dans le programme d'Emmanuel Macron. Il l'a bien été, ça figure dans beaucoup de documents. Je peux les tenir à votre disposition. Il s'agit même d'une déclaration publique réalisée le 16 février 2017, une promesse de campagne réitérée depuis l'élection présidentielle par le gouvernement et par la majorité parlementaire, alors en campagne pour les élections législatives, et ce, même après notre élection. Ensuite, parce que vous vous proclamez comme défenseur de la famille, alors que vous êtes dans un exercice d'attaque systématique des familles que vous stigmatisez sans vergogne. Je pense aux familles monoparentales, aux familles homoparentales, presque à demi-mot aux familles recomposées, et par voie de conséquence, vous vous attaquez aux enfants de ces familles, qui n'ont besoin que d'environnements propices au développement de leur bien-être, au-delà du nombre de personnes qui composent leur famille, du genre, de l'orientation sexuelle, de ces figures d'autorité parentale. Et c'est d'ailleurs une différence fondamentale entre votre parti politique et les associations familiales qui, dans la grande majorité, protègent l'ensemble des familles et qui sont salies par vos propos. Aussi parce que vous êtes dans un exercice d'obscurantisme exacerbé, qui consiste à décrédibiliser les travaux de recherche scientifique. Vous l'avez fait encore ce matin, c'est notamment le cas des travaux menés par la professeure Golombek de l'université de Cambridge, des travaux qui sont
menée sur plus de 30 ans pour mettre en évidence le fait que les enfants élevés dans des familles homoparentales ou monoparentales ne souffrent d'aucun écueil, et vous balayez ces recherches scientifiques d'un revers de la main, tantôt en vous référant à une déclaration du CCNE et tantôt en disant que la méthode scientifique n'a pas été éprouvée ou souffre de certains manques, mais sans expliquer en quoi, pourquoi, ou vous référez précisément à d'autres travaux scientifiques opposés. Aussi, parce que vous n'avez pas hésité, et je parle de votre parti politique, à biaiser les travaux d'une haute autorité administrative indépendante. Et je pense aux états généraux de la bioéthique menés par le CCNE en organisant la mobilisation militante. Une surmobilisation militante saluée par beaucoup de monde, y compris par des hommes d'église, regrettée par le président du CCNE, M. Delfrécy, que vous citiez tout à l'heure, qui a d'ailleurs poussé certains acteurs associatifs à déserter les ateliers de réflexion sous les sifflets et les huées, mais vous êtes allé même jusqu'à tenter de vous substituer au CCNE en produisant et en diffusant votre propre synthèse des travaux de cette autorité administrative indépendante, comme pour jeter le doute ou l'opprobre sur cette autorité administrative indépendante. Enfin, et c'est pour moi le plus tragique, avec votre attitude, vos propos et vos actions, vous véhiculez la haine crasse qu'est l'homophobie. Et je vais prendre quelques exemples. Le 22 septembre dernier, les propos cités par Jean-Marie Andrès, à la tribune de la 6e université d'été de votre parti politique. Il disait, je cite, « Le problème, c'est pas que les PD ». La campagne d'affichage que vous avez initiée ou à laquelle vous avez participé en 2017, avec des slogans qui étaient les suivants. Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Un autre slogan, je cite, « Agir pour le respect de nos animaux et des plantes, mais pas pour celui des enfants ». Avec ces comparaisons, vous niez l'appartenance même de personnes et d'enfants à l'espèce humaine. C'est absolument abject et inacceptable dans notre République. Je ne sais pas sincèrement si vous comprenez l'impact de tels propos sur les enfants, les familles quelles qu'elles soient, quelle que soit leur composition, sur les femmes, les hommes homosexuels, bisexuels, transgenres, transsexuels, etc. Ce sont des personnes comme vous et moi qui doivent choisir des mêmes droits et des mêmes libertés. Et aujourd'hui, il y a un droit qui n'est pas garanti au-delà du principe même de discrimination dans l'accès à une pratique médicale, qui est la PMA, c'est celui de la sécurité. En 2012-2013, pendant les 13 mois de mobilisation que vous avez initiés contre le mariage pour tous, les actes homophobes ont augmenté de 78%. Et je ne dis pas que vous, personnellement, vous avez commis ces actes, mais ayez bien conscience que l'on ne peut pas fonder son discours sur la discrimination sans être responsable des faits qui en découlent. Il faut assumer. Moi, j'assume qu'il y ait aujourd'hui des manques, des discriminations, des violences inacceptables. Et les assumer, c'est les combattre. Or, vous ne faites que les attiser en portant toujours un discours discriminant. Au travers de ce que je vous dis, je pense évidemment très fortement à Florian, agressé il y a 6 jours au motif d'une orientation sexuelle avérée ou supposée, à Guillaume, agressé il y a 7 jours, au motif d'une orientation sexuelle avérée ou supposée, à Arnaud, agressé il y a 1 mois alors qu'il se baladait dans la rue avec son compagnon, et à toutes les autres victimes que je n'ai pas citées. Oui, en France aujourd'hui, il est toujours dangereux d'être homosexuel et de le montrer. En comparaison à septembre 2017, il y a eu une augmentation aujourd'hui de 37% des témoignages ou signalements d'actes homophobes en septembre 2018. C'est insupportable. Moi, je vais être très clair avec vous, Madame de la Rochère. L'objectif partagé d'avoir un débat apaisé auquel vous contribuez nullement se poursuit au bénéfice des victimes ou des potentielles victimes des débats que nous avons, et non pour le confort de votre représentation sociétale qui se base exclusivement sur le patriarcat. Je vous remercie. Avant de laisser la parole à notre collègue Thibault Bazin, juste comme notre collègue Guillaume Chiche va interpeller sur sa demande que cette audition n'ait pas lieu, on en a parlé avec le rapporteur, il nous a semblé bon que tous ceux qui participent à ce débat puissent être entendus. Je crois que ça fait partie de la liberté d'expression et qu'on ne peut pas refuser la liberté d'expression à ceux qui ne vont pas dans le sens où on veut. Autrement, ce n'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On sait où ça mène. Je laisse la parole à Thibault Bazin. Ce n'est pas le cas, Président. Ce n'est pas le cas. J'aurai le temps de répondre ensuite Vous aux aurez le temps de accusations répondre à gravissimes. tout à fait. Je vous remercie. Thibault Bazin. Merci, Monsieur le Président. Je suis aussi soucieux de la liberté d'expression
Et en même temps, je condamne toute agression à caractère homophobe, et je crois que ici tout le monde condamne toute agression, et je crois que c'est important de ne pas caricaturer le débat. Lors du débat sur le mariage pour les couples homosexuels, votre mouvement citoyen avait alerté sur la question de la filiation. C'était d'ailleurs ce que vous mettiez souvent en avant, la question de la filiation, mettant en avant les droits de l'enfant. Vous aviez à plusieurs reprises mentionné cet élément. Et vous aviez évoqué le risque que la loi de Taubira aboutisse à terme à l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, puis à la GPA. C'était à chaque fois cet élément qui revenait pour justifier l'opposition au projet de loi à l'époque. Et c'est vrai que c'est incontestable, de nombreux Français, qui étaient des citoyens d'ailleurs non engagés dans un parti politique, ont partagé cette inquiétude et se sont mobilisés. Alors on peut se demander si l'évolution envisagée va créer un climat similaire dans quelques mois, et peut-être donner raison à ceux qui s'étaient mobilisés il y a quelques temps. Moi, je voudrais savoir, Madame la Présidente, en quoi l'altérité peut apporter aux enfants dans leur construction. Vous avez parlé des besoins qui étaient... voilà. Et vous avez mentionné aussi la souffrance. On sait que dans l'avis du CCNE, les raisons éthiques conduiraient à ne pas étendre l'AMP, mais que la souffrance des candidats à la parentalité amène à donner un avis favorable. Est-ce que la souffrance que vous évoquez peut être mise en balance de l'autre souffrance des parents? Merci. Caroline Janvier. Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve très intéressant d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous. Et pour reprendre une citation attribuée d'ailleurs à tort à Voltaire, qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Donc, je crois qu'au contraire, ces échanges sont très intéressants. Cela étant, j'aurais quelques remarques et une question sur les éléments dont nous avons discuté. Je crois qu'en effet, et là je suis tout à fait d'accord avec monsieur le rapporteur, il est nécessaire pour que nous puissions avoir un débat serein et le plus objectif, si tant est que l'objectivité soit possible, de s'appuyer d'une part sur les études scientifiques et d'autre part sur les enquêtes d'opinion, étant entendu que nous ne pouvons pas légiférer qu'en fonction de l'état de l'opinion, sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais aboli la peine de mort. Donc effectivement, les sondages vont quand même dans le sens, et je fais référence notamment à celui de l'IFOP, publié par le quotidien La Croix de janvier 2017, qui, je crois, affichait un taux de 60% de Français favorables à la PMA, donc en nette progression par rapport à ce qu'il y avait, par exemple, dans les années 90. Sur la question, vous avez utilisé l'argument, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'existe pas de discrimination du fait de l'orientation sexuelle vis-à-vis des femmes homosexuelles à l'heure actuelle, puisque le CCNE l'a rappelé, il y a une situation différente, donc le traitement, la différence de traitement s'explique. Et je crois qu'on peut retenir cet argument-là pour la GPA, puisque c'est une crainte parfois que de la PMA, on arrive à la GPA du fait de cet argument de non-discrimination. Mais là encore, à partir du moment où on a une situation différente entre des femmes qui ont un utérus et des hommes qui n'en ont pas, il ne s'agit pas de discrimination, d'autoriser dans un cas la PMA et de refuser dans l'autre la GPA. Voilà. Je ferme la parenthèse. J'aurais une question très simple. Vous insistez sur l'importance d'ailleurs que vous qualifiez de récente sur le plan de l'engagement du père. Et j'aurais voulu savoir quelles sont les caractéristiques donc genrées qui sont liées à un sexe que vous pensez essentielles et que vous pensez circonscrites, enfin en tout cas intrinsèquement liées au père et donc à quelqu'un de masculin. Voilà, quelles sont ces qualités ou ces compétences qui feraient défaut dans le cas d'un couple formé de femmes. Voilà, comment et sur quoi établissez-vous cette conception. Voilà, comment pouvez-vous justifier et de ces caractéristiques et de leur nécessité dans l'éducation et l'épanouissement d'un enfant? Merci. Pour terminer, Patrick Hetzel.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, messieurs les représentants de la manifestation pour tous, manifestation pour tous, je voudrais simplement revenir sur 2 points. Effectivement, comme l'indiquait Thibault Bazin, depuis le début de votre mouvement, vous avez insisté sur finalement une corrélation qui se mettrait inexorablement en route entre mariage, PMA, GPA. C'est un point sur lequel vous avez souvent insisté. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Parce qu'effectivement, c'est un point qui, je me souviens, lors des débats dans l'hémicycle autour de la loi Taubira, était souvent mentionné. Et on voit bien que, l'étanchéité entre les trois, évidemment, n'est pas garantie. Deuxième question que je voulais vous poser, on voit bien, en fait, il y a 2 aspects. Il y a la souffrance de l'adulte qui peut avoir un désir d'enfant. Et puis, par ailleurs, il y a la souffrance de l'enfant qui ne connaîtra jamais son père. Et en fait, finalement, à un moment donné, la question, c'est entre quelle souffrance faut-il choisir? Et en fait, pareil, dans les arguments, en l'occurrence, dans ce que j'entends dans votre intervention de ce matin, vous dites que, en fait, entre les deux, il y en a un qui est plus vulnérable, c'est l'enfant. Il n'est pas adulte, et donc il faut davantage le protéger en raison de sa vulnérabilité. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus pour donner les différents arguments qui disent que évidemment il y a 2 souffrances en présence, mais d'un côté c'est un être qui dispose de tous les moyens et qui est adulte, et de l'autre côté on a un être là aussi qui est par nature vulnérable, et donc qu'en réalité on est dans une asymétrie quasi consubstantielle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame de la Rochère, pour réponse à ces différentes interventions. Alors, donc, Madame la députée disait que j'ai évoqué le fait que les pères, autrefois, ne s'occupaient pas de leurs enfants, pardon. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, les pères s'occupent plus, des pères s'occupent plus de leurs enfants qu'avant. Donc voilà, on n'est pas passé de rien à tout. Il y a une évolution pour certains pères, pas pour tous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et dont on peut se réjouir et dont la société se réjouit. C'est ce que je notais. Alors, vous me parliez d'enfants névrosés qui défilent dans la rue. Je ne pense pas que les personnes qui défilent dans la rue soient plus névrosées ou moins névrosées que la population d'une manière générale. Et je vous remercie de cette aimable remarque au passage. Alors, vous disiez, on va enfin offrir une filiation double à tous ces enfants. Alors là, pardonnez-moi, je suis un petit peu perplexe. Les accidents de la vie font que parfois, effectivement, malheureusement, et depuis toujours, des enfants naissent de pères inconnus, c'est vrai. Mais d'une manière générale, les enfants sont reconnus comme étant et comme ayant une double filiation, puisque chacun sait qu'il n'y a pas d'enfant sans un homme et une femme. Et je suppose que vous vouliez dire que les couples de femmes, pour le moment, l'une des femmes, la mère, est reconnue comme la mère de l'enfant, mais que l'autre mère n'est pas inscrite à l'état civil. Alors d'abord, l'adoption inscrite avec la loi Taubira, adoption plénière, permet à l'épouse de la mère d'être également liée à l'enfant. Cela étant dit, du point de vue de la filiation, le fait est qu'en fait, il y a une mère et une belle-mère. Parce que, et ça a toujours existé, c'est ce que je disais en début d'exposé, il y a un parent qui a un conjoint. Le conjoint n'est pas lié par la filiation telle qu'on l'entend, et donc c'est ce qu'on appelle une belle-mère ou un beau-père. C'est une chose qui n'a rien de nouveau et qui n'est pas du tout désécurisante pour l'enfant. En revanche, ce qui peut insécuriser l'enfant, ce qui peut mettre en difficulté sa sécurité, c'est d'être né de père inconnu. Alors vous disiez que vous êtes favorable à l'accès aux origines. Je m'en réjouis. Encore une fois, je ne pense pas qu'un dossier remplace un père, premièrement, surtout quand l'enfant n'apprend qu'à 18 ans que quelques éléments médicaux ou voire un prénom et un nom, ce n'est pas pour cela qu'il va pouvoir trouver ou retrouver un père. Je note d'ailleurs que certaines associations qui militent pour la PMA en l'absence de père pour l'enfant sont également opposées, et je m'en étonne, à la levée de l'anonymat du don de gamètes. J'avoue que je ne comprends pas. Alors,
je reprendrai ce que vous disiez sur le discours de haine, mais comme M. Guillaume Chiche a tenu également ce même genre de propos, eh bien, je vais l'évoquer dans mes réponses à M. Guillaume Chiche. Alors, vous disiez que vous condamnez notre intervention, le fait que nous intervenions ce matin. Eh bien, j'ai peu de commentaires à faire sur votre refus du débat. Vous avez employé le mot « condamner », M. Chiche, donc vous refusez le débat, l'écoute, le dialogue. Eh bien, cela n'engage que vous. Et c'est pour un député de la Nation, je pense que c'est extrêmement grave et regrettable. Vous évoquez la question du programme. Encore une fois, ce qu'ont dit les candidats aux législatives, ce qui a été dit il y a seulement quelques semaines, petits mois, par le bureau de La République En Marche, n'est pas le programme d'Emmanuel Macron tel que je l'ai évoqué, et c'est incontestable. Vous parlez de lobbying. Alors que je sache, beaucoup d'associations, et il n'y a rien de plus classique et normal, puisque les députés représentent les Français. Effectivement, nous adressons parfois des documents à mesdames et messieurs les députés. Je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Et d'ailleurs, ce document n'est pas une réinterprétation ou une critique des travaux du CCNE. Vous aurez remarqué que j'ai souvent cité le CCNE ce matin. Si vous l'ouvrez, parce que vous avez parlé d'ailleurs de ce travail dans les médias, Monsieur Guillaume Chiche, eh bien, si vous l'ouvrez, vous découvrirez que ça n'est pas un argumentaire, vous découvrirez que c'est des citations, des extraits, un document extrêmement complet sur ce qui a été exprimé par les Français, parce que ce qu'expriment les Français, au contraire de ce que vous pensez, est intéressant, est important, mérite d'être écouté, quelles que soient leurs opinions, et vous verrez que toutes les opinions sont ici reprises. En termes d'influence médiatique, vous semblez avoir un reproche à faire, mais là, je crois que, encore une fois, il y a peut-être de votre part, un problème avec le débat, avec le dialogue, peut-être avec la démocratie. Il faudra, je crois, y réfléchir. Vous évoquiez le fait que nous salissons, nous avons un discours de haine, et vous faisiez un parallèle avec, ou une différence avec les associations familiales. Alors, pour votre information, l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui représente 7000 associations familiales et 700 000 familles adhérentes, a exprimé, comme nous, son opposition au projet de légaliser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Alors, il est un fait que quand il y a un refus du débat, ce que nous rencontrons parfois chez certains, eh bien, pour éviter le débat, pour empêcher le débat, ce sont des accusations à notre encontre. Et de fait, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Vous voyez, c'est un peu ce que vous faites. Vous refusez le débat et vous nous accusez de haine et même d'obscurantisme. Et vous parlez d'obscurantisme à propos des études scientifiques. Pardon, mais le fait est que j'ai cité, à propos des études scientifiques, le Conseil consultatif national d'éthique. Alors peut-être le trouvez-vous obscurantiste, ça n'est pas mon cas. Alors, je vous invite à écouter les réponses comme vos collègues, s'il vous plaît. Les états généraux de la bioéthique. Vous parlez de sifflet, vous parlez de huée, vous parlez de noyautage. Alors, soyons très clairs. Beaucoup de médias ont assisté au débat. Que je sache, aucun n'a évoqué de débat houleux, de débat difficile. Pour ma part, je n'en ai jamais entendu parler. Si, il y a eu 2 cas. L'un à Lyon, où la représentante d'une association qui s'appelle Blanche Streb a été empêchée de parler par des sifflets. Je crois que c'était une autre association, en l'occurrence le planning familial, si je ne dis pas d'erreur, des militants du planning familial visiblement. Elle ne pouvait pas parler. Il y a eu un autre incident qui était à Sciences Po, une banderole militante pour la PMA et la GPA, ou la PMA, qui a été déployée. Je crois que ce sont les 2 seuls incidents. Autrement, et M. Delfrécy s'en est beaucoup félicité et réjoui, et nous aussi, il a évoqué des débats qui se sont très bien passés, qui ont été d'une ampleur inédite par ailleurs. Vous abordez la question de l'homophobie. Alors, nous avons toujours condamné toute forme d'homophobie, tout manque de respect à l'égard des personnes au motif de leur orientation sexuelle nous scandalise et nous heurte. En revanche, attention, ne faisons pas d'amalgame, nous avons le droit et même la légitimité
à ne pas être toujours d'accord avec les revendications des associations LGBT. Et alors, ne pas être d'accord, ça veut dire être homophobe. Et hop, on fait un amalgame. Et en plus, après, vous faites un amalgame avec des attaques scandaleuses, épouvantables qui ont eu lieu ces derniers temps. Attendons que l'on sache qui a perpétré ces attaques, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas parce que, malheureusement, il y a des actes violents d'un côté, alors là, des actes effectivement homophobes que sont ces attaques, ce n'est pas cela qui peut justifier que, par ailleurs, on fasse violence à des enfants en les privant volontairement de père. Je ne vois pas le rapport ni la justification. Pour terminer, vous citiez M. Jean-Marie Andrès. Il se trouve qu'à notre université d'été, il y avait également une autre personne, Dominique Régnier pour ne pas le citer, qui est absolument favorable à la PMA sans père. Il a pu s'exprimer normalement parce que nous acceptons le dialogue. Chaque intervenant tient des propos qui n'engagent que lui-même et nous ne sommes pas toujours d'accord, pour reprendre cet exemple de la PMA sans père, avec ce qui est exprimé. Mais chacun est assez grand pour tenir les propos qu'il souhaite. Vous évoquez ce visuel après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Ne soyons pas naïfs. En publicité, quelquefois, on fait des parallèles. Vous le savez bien, il n'y a rien de plus courant et de banal. Et le fond de la question qui était posée, et vous l'avez évoqué d'ailleurs ensuite, cette question, elle est extrêmement importante, c'est la question de l'écologie. À juste titre, nous veillons sur notre environnement, sur la faune, sur la flore. Alors, il ne serait-il pas temps de se poser les mêmes questions pour l'être humain? C'est simplement la question qui est posée et je crois que c'est une question absolument fondamentale et c'était ce qui était posé comme question à travers le visuel que vous évoquiez. Ensuite, question suivante, mais monsieur le député en question est parti, ou c'était vous, pardon madame. Vous m'évoquez le sondage qui est paru en effet dans la Croix en janvier 2018 et qui parlait de 60% de personnes favorables à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, au mois de janvier également, un autre sondage IFOP est paru et à l'époque il disait que 64% des Français considèrent que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Et cette même question a été reposée par l'IFOP il y a quelques jours et on est aujourd'hui à 82%. Que signifie, et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre l'ensemble des sondages, que signifie ce paradoxe apparent? Eh bien, tout simplement que quand on nous demande spontanément comme ça, est-ce que vous êtes favorable à un nouveau droit? Tout le monde, bien sûr, dit oui très volontiers. Mais quand on est plus concret, quand on évoque l'enfant, qui est tout de même le premier concerné par la PMA, eh bien, effectivement, à ce moment-là, tout simplement, les personnes sondées réalisent l'implication et alors là, leurs réponses sont différentes pour une partie. Et en plus, en tout cas, elles évoluent très très nettement, sans doute en raison des débats, elles évoluent très très nettement en faveur de l'idée que l'enfant né par PMA a donc le droit d'avoir un père et une mère. En ce qui concerne l'engrenage PMA-GPA, vous disiez, s'il y a la PMA dite pour toutes, il n'y aura pas la GPA. Eh bien, plusieurs choses à ce sujet. Le domino est tout simplement à constater, et M. Hetzel l'évoquait aussi, eh bien, quand il y a eu, et je repars en arrière, et ce n'est pas une prise de position, ce sont des faits, il y a eu le débat sur le Pacs, on a dit le Pacs mais pas le mariage, puis il y a eu le débat sur le mariage, on a dit le mariage mais pas la PMA, puis il y a le débat sur la PMA et on dit la PMA mais pas la GPA, et demain, je vous le dis tout de suite, on dira il y a la GPA mais pas la GPA commerciale, etc. C'est un fait. Et aujourd'hui, si nous sommes capables de nier que les enfants ont besoin d'un père, alors demain, on niera que la GPA est une exploitation de la femme. C'est pas plus compliqué que cela, hélas. Et c'est bien pour cette raison-là que nous devons nous en tenir au motif médical pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation. J'ai montré tout à l'heure que la PMA sans père, donc aussi la PMA post-mortem, etc., si la médecine sort de sa finalité, elle devient une prestation de service pour nos désirs individuels, lesquels désirs sont illimités et d'ailleurs le plus souvent compréhensibles. Et dans ce cas-là, on ne saura pas s'arrêter.
Sur la caractéristique genrée du père, alors une question très intéressante et je vous en remercie, que je n'ai pas pu développer tout à l'heure. J'aurais envie d'abord de vous renvoyer la balle et de vous dire, mais montrez-moi que père et mère sont identiques et interchangeables. En fait, si on pose la question à l'envers, on voit qu'on est bien moins, qu'on ne peut pas y répondre parce que, effectivement, père et mère sont différents. Alors, si on essaye de caractériser, c'est très difficile, bien sûr, parce que l'humain, chacun d'entre nous est unique et que quand on donne des généralités, on a vite fait de tomber dans le stéréotype. Je voudrais simplement alors donner un exemple, enfin 2 choses. D'abord, quand une personne est victime de harcèlement sexuel ou victime d'attouchement sexuel, vous voyez bien que les personnes concernées disent et se sentent atteintes dans leur intégrité. Elles disent combien c'est grave. Je donne ce point pour dire que le sexe est bien une dimension fondamentale de notre être. Et donc, en effet, on est bien dans l'être, on n'est pas dans le faire ou dans l'avoir. La question de l'identité sexuelle, elle est constitutive de notre être. C'est ce qui rend aussi difficile, d'ailleurs, de définir père et mère. Mais je voudrais vous donner un exemple très concret, et beaucoup s'y retrouveront, bien sûr pas tous, mais beaucoup. Un enfant qui joue, ou plutôt une mère qui joue avec son enfant, le plus souvent, ce qui lui fait un immense plaisir, et là où elle s'amuse beaucoup, c'est qu'elle le fait jouer, mais elle joue à le faire gagner. Un père qui joue avec son enfant, souvent, pas toujours, mais souvent, il joue avec son enfant, et lui, ce qui lui fait plaisir, c'est dans le jeu, lui, il joue vraiment, il veut, le père, il veut gagner. Donc, il y a d'un côté la sécurité, dans le contexte du jeu que je décris, et de l'autre, le challenge, qui est aussi l'apprentissage de la vie. L'enfant, il a besoin d'un amour inconditionnel, et il doit aussi apprendre la vie. Et cet exemple-là peut illustrer ce qui, pas toujours encore une fois, mais souvent fait cette différence profonde dans l'être père et l'être mère. Par ailleurs, je voudrais prendre un autre point. La mère attend l'enfant. Après la naissance de l'enfant, elle le porte en elle pendant 9 mois, elle le met au monde et nous savons bien qu'il y a comme une fusion toute naturelle et logique entre la mère et l'enfant. Nous savons que le nourrisson ne sait pas qu'il se distingue de sa mère. Il y a donc une fusion. Il peut y avoir précisément une tentation de toute puissance de la mère et elle a besoin d'un tiers légitime puisqu'il est lui aussi le parent de l'enfant, donc le père. Il y a cette entrée dans le duo par le père qui est à la fois extérieur mais légitime et le duo devient un trio. Et le père, incontestablement, ouvre à l'extérieur. Et vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être une autre personne. Si ce n'est que la mère, d'abord dans une relation amoureuse avec le père, reconnaît l'importance de son conjoint et elle reconnaît aussi la légitimité du père comme père de l'enfant. C'est donc bien particulier. Et d'ailleurs, si vous pensez à 2 mamans autour d'un berceau, 2 mères autour d'un berceau, 2 mamans pour un enfant, c'est pas forcément si simple. Intérieurement, pour les femmes, on peut éventuellement les mettre en risque. L'une se sachant la mère qui a porté et donné la vie, et l'autre, intérieurement, sachant qu'elle n'a pas porté et donné la vie, ça peut être une difficulté. Et je vous renverrai un article de Slate qui traite de cette difficulté potentielle. Je vous invite à conclure. Oui, alors je vais conclure à propos de l'intérêt supérieur de l'enfant, à propos de adultes et enfants. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout simplement, l'enfant est entièrement dépendant, complètement dépendant, c'est même le propre de l'être humain. Il est entièrement dépendant des adultes et en l'occurrence ici de nos décisions, des décisions que nous, la société, que vous, législateurs, pouvez prendre d'une manière générale. Et l'enfant est vulnérable toute sa vie, toute sa construction psychique, toute sa vie quotidienne, mais toute sa vie d'une manière générale dépend de nos décisions. Je crois donc que cette vulnérabilité et l'importance pour la vie de l'enfant imposent de veiller sur lui avant tout. Très bien, mais il me reste à vous remercier et nous faisons une suspension de séance.